Bonjour, vous écoutez ce podcast proposé par Prospective Industrie. La dynamique Prospective Industrie est née de l'idée qu'une entreprise seule ne peut pas analyser tous les signaux faibles de son environnement. Collectés, analysés et synthétisés, ces signaux sont proposés aux industriels qui participent aux rencontres Prospective Industrie. Retrouvez, au travers de cette série de podcasts, les signaux partagés et discutés lors de ces dernières rencontres. Bonne écoute! À l'occasion de la collecte pour Prospective Industrie, des industriels nous ont dit s'interroger sur la création de valeur de leurs activités. La crise des matières premières, pour certains industriels, est lue de deux manières. Soit avec une grille de lecture conjoncturelle, où sont associées la pénurie de matières premières à la reprise économique et aux enjeux géostratégiques. Soit pour d'autres, avec des clés de lecture plus structurelles et durables, qui vont associer les enjeux de gestion de la rareté, de la pollution, de l'eau. En fonction de cela, les industriels vont pas forcément se positionner de la même manière, et cette crise des matières engendre des réflexions beaucoup plus profondes, avec une question centrale: quelle sera demain la valeur de ma production industrielle ? Pour tenter d'y répondre, des industriels nous disent mettre en place des systèmes à court terme et voire à long terme, que l'on va décrire et qui se traduisent par l'usage de l'économie de la fonctionnalité. On va également voir que ça se traduit par la valorisation systémique des produits et services. On vous définira de quoi il s'agit. Et puis également, ça se définit par la prise en compte de façon beaucoup plus globale du développement durable. Alors certains industriels misent sur la reconception et l'économie de la fonctionnalité, dont les services. Justement, comme je vous l'indiquais précédemment, à court terme, avec une lecture conjoncturelle, les industriels repensent leurs produits avec les matériaux disponibles et réfléchissent à développer de nouveaux services. L'objectif pour eux, c'est d'avoir un maintien d'activité, une moindre dépendance de la production et puis à court terme, pouvoir créer de la valeur. Un industriel nous disait: on maîtrise de moins en moins, donc en ce moment, moins on fabrique et plus on vend de services, mieux on se porte. Donc on voit bien que là, c'est une réaction à court terme par rapport à la pénurie, notamment des matières premières. D'autres industriels, eux, ont une lecture beaucoup plus structurelle et donc à long terme, et ils réfléchissent davantage autour de l'évolution de leurs modèles économiques pour faire face à une situation qu'ils pensent durable. Une dirigeante industrielle dans le domaine de la chaudronnerie nous citait ces propos-là: l'approvisionnement me fait très peur car ça devient durable et les répercussions seront fortes sur le pouvoir d'achat. Moi qui vends du métal, je me questionne de plus en plus sur la valeur de mon entreprise. Où est-elle ? Comment s'exprime-t-elle ? Pour tenter d'y répondre, je forme mes équipes au design circulaire. Donc effectivement, il y a l'apparition de plus en plus de services dans l'industrie, mais si le développement de services se passe au détriment de la production et pas en complément, dans ces cas-là, un industriel nous disait: on est peut-être en train de poser la question de l'ADN même de l'industrie, est-ce qu'il n'y a pas des risques si demain on propose plus de services que réellement de produits sur l'ADN même de l'industrie. Donc dans un monde de création de valeur, c'est le retour à l'économie de la fonctionnalité à court terme et à long terme. Et un autre aspect, c'est également la valorisation systémique des produits et des services. Alors pour illustrer ces propos, un exemple très concret d'une entreprise familiale spécialisée en casse automobile. Elle est basée dans la Drôme, il s'agit de GPA 26. Cette entreprise, elle a fait totalement évoluer son modèle économique avec la mise en place d'une usine de désossage de véhicules. L'entreprise a fait un gros travail autour du process pour optimiser un maximum son stockage, le traçage des véhicules et des pièces dans l'usine, notamment grâce à la data, à l'exploitation des données, mais également par rapport aux capacités de recyclage de l'entreprise. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est que GPA26 a mis en place une chaîne de désassemblage, à l'inverse des lignes de production d'assemblage des véhicules neufs des constructeurs. Et du coup, ça leur permet de trier les pièces à valoriser, à tel point qu'ils sont capables aujourd'hui de recycler 99,5% d'une voiture. C'est assez intéressant puisque donc on voit bien qu'il y a une hybridation au niveau du produit lié avec le digital, qui prennent en compte les enjeux du développement durable, les nouvelles capacités également de recyclage, mais aussi les besoins du client, puisque cette entreprise, elle est devenue l'un des principaux vendeurs de pièces détachées sur eBay auprès du grand public, mais également des professionnels de l'occasion. Donc on le voit à travers cet exemple, les modes de création de valeur évoluent au profit de logiques systémiques. Elles permettent d'hybrider, comme je vous l'indiquais, un maximum de choses pour apporter de la valeur. Le produit industriel associé au digital qui permet de capitaliser au-delà du produit sur d'autres usages.
d'intégrer également les nouveaux enjeux du développement durable et puis de répondre aux besoins des clients. Là, c'est le cas notamment en étant présent sur eBay pour l'entreprise que je vous ai citée précédemment. Alors, on va voir tout à l'heure que ces besoins clients intègrent complètement aujourd'hui les logiques RSE, pas seulement dans la vie de l'entreprise, mais aussi dans ses produits. En revanche, cette hybridation, elle pose des questions. Quel est le niveau de maturité et de maîtrise digitale des industries manufacturières pour réussir cette hybridation des produits et des services ? Et puis dans le jeu de la concurrence, qui sera réellement capable de tirer parti de cette hybridation ? Alors au niveau de l'hybridation de l'industrie digitale, on a une illustration très poussée avec Tesla sur l'hybridation entre industrie et digitale. Et cette hybridation va permettre à Tesla de se définir non pas comme un constructeur automobile, mais comme un acteur de la transition énergétique. Ce que fait Tesla, c'est justement de l'hyper-manufacturing. C'est le cas de ce que nous disait Michael Valentin, qui est directeur chez OPO, conseil. Et donc, pour lui, il définit l'hyper-manufacturing comme l'hybridation entre le secteur industriel classique et le secteur digital avec ses nouveaux codes. Elle favorise cette hybridation, l'agilité de la supply chain des usines grâce à la mise en œuvre d'outils plus performants comme la maintenance prédictive, les données actualisées en temps réel. Et puis également, elle permet de créer de nouveaux modèles d'affaires qui disruptent le secteur industriel. On le voit toujours avec Tesla qui cherche à associer mobilité à la transition énergétique, puisqu'en fait, l'entreprise réfléchit au développement d'une plateforme autour du véhicule autonome qui permettrait justement de proposer des services connexes aux véhicules. On peut imaginer que ça puisse favoriser l'autopartage pour réduire la consommation de ressources, de mettre en location des robotaxis moyennant une rémunération pour leurs propriétaires. Donc là, il y a toute une plateforme qui est en cours de développement par rapport aux usages du véhicule autonome. Et puis, Tesla envisage également la possibilité que l'électricité nécessaire aux voitures soit produite par les panneaux solaires de leurs propriétaires. L'entreprise pourrait du coup dès lors développer une plateforme de revente d'énergie associée à ces véhicules. Michael Valentin nous disait justement que les services n'existent pas encore, mais nous sommes au tout début de cette logique systémique autour du véhicule et de l'énergie. Des vraies évolutions à suivre. Et puis toujours sur cette partie hybridation, on voit bien que Tesla se sert des données utilisateurs pour contextualiser les besoins du produit, puisque l'entreprise propose déjà à ses clients d'actualiser les logiciels du véhicule afin d'augmenter l'autonomie de la batterie, par exemple en cas d'intempérie, empêchant le conducteur de s'arrêter pour recharger. Et puis en parallèle, je vous parlais du digital. On voit bien que l'intégration du digital dans la production permet d'avoir de nombreuses compétences en électronique, ce qui a notamment permis Tesla, par rapport aux pénuries de semi-conducteurs en 2021, de modifier son produit le plus rapidement et donc de continuer d'être en capacité de mettre sur le marché son véhicule. Alors comment cela peut être transférable dans votre entreprise ? Si on regarde les mécaniques qu'utilise Tesla dans l'hybridation, que font-ils ? D'une part, ils prennent en compte les salariés de l'entreprise pour structurer la donnée dans l'entreprise afin qu'elle serve l'agilité de la production. La question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que dans votre entreprise, les données internes de production, de supply chain sont suffisamment structurées pour permettre à chacun des acteurs de l'entreprise d'y avoir accès et d'innover ? Quand on a récupéré justement cette donnée en interne de la part des collaborateurs, on peut aussi la proposer en externe. Vous pouvez la proposer à vos clients et donc associer les données liées au produit aux données clients. Une autre question à se poser en lien avec cela, c'est comment penser en amont de la conception de mon produit, la possibilité de capter les données de mes clients. Il y a également le fait d'étudier le comportement des utilisateurs pour faire évoluer les produits et systèmes. Donc comment est-ce que je vais collecter, je vais traiter les données de mes clients afin de servir la R&D. Et puis d'apporter aussi de la valeur par l'innovation et la personnalisation. Donc comment est-ce que je peux proposer des produits et des services innovants grâce aux données traitées en R&D ? Il y a un élément qu'il ne faut pas non plus oublier. On a parlé du client interne, donc vos collaborateurs, mais aussi les clients externes à l'entreprise. Il faut aussi intégrer les contraintes culturelles et celles liées à la maturité des besoins de clients. Par exemple, le frein psychologique lié à la sécurité du véhicule autonome. Un autre élément qu'on a pu constater via nos échanges à l'occasion des interviews menées dans le cadre de la collecte pour Prospective Industrie, c'est ce que le principe même de la valeur de la production n'est pas remis en cause par des salariés de la jeune génération. Donc c'est vrai que tout à l'heure on s'est interrogé sur la valeur, cela va assez loin, parce qu'on a parmi les clients, mais aussi parmi les salariés, des personnes qui remettent en cause la valeur même de la production aujourd'hui. C'est ce que nous disent certains dirigeants industriels. Certains collaborateurs s'interrogent sur l'utilité, le sens même de la production.
Donc on voit que la production est de plus en plus considérée comme légitime si elle est indispensable. Et c'est peut-être à mettre à contrario, en fait, à l'encontre de discours de dirigeants qui vont miser sur le 4.0, sur la puissance high-tech, pour aussi créer de l'attractivité. Donc à travers ce signal, c'est toute la légitimité de la production qui est remise en cause. Est-ce que c'est légitime de produire dans le contexte actuel et est-ce que l'on ne peut pas s'en passer ? Un acteur de l'écosystème industriel nous disait que justement, quand on parle d'attractivité, ces langages différents peuvent engendrer aussi un désengagement des jeunes dans l'industrie. Donc la question de la légitimité de la production est vraiment un sujet également à avoir en tête sur ces questions d'attractivité et de discours évoqués auprès des collaborateurs, notamment de nouvelles générations préoccupées par les enjeux environnementaux. Et puis là, on voit bien que la valeur des produits et des services est de plus en plus dépendante de la contribution au développement durable. Certaines entreprises ont une stratégie océan bleu pour sortir leur marché traditionnel, pour faire quelque chose de complètement différent et puis d'intégrer les enjeux du développement durable. Aujourd'hui, en fait, on voit bien, la création de valeur, elle est de plus en plus dépendante du niveau de soutenabilité de l'entreprise. On le voit avec le plasturgiste d'MJ Atlantic, spécialiste de l'injection et des composites thermoplastiques, qui va concevoir des chaussures de foot recyclables avec Decathlon. Habituellement, en fait, cette entreprise est tournée vers les marchés de l'automobile, de l'aéronautique. Et puis, avec la création d'un centre de R&D, ils se sont tournés de plus en plus vers le marché du luxe et dernièrement, donc, du marché du sport et loisirs. Et ça permet justement à l'entreprise de se diversifier sur le marché du B2C. Alors, quelle est la spécificité de cette chaussure de foot recyclable ? C'est qu'elle a la spécificité d'être dépourvue de lacets, d'être fabriquée sans colle, sans couture, ni composants ajoutés, et d'être entièrement constituée de polyester et de thermoplastique composite, donc issus de leurs travaux de recherche. Ce produit éco-conçu peut être fondu pour récupérer la matière et la remettre en forme. Donc derrière toutes ces préoccupations environnementales sur la valeur du produit, c'est justement 10 nouveaux emplois qui pourraient être créés chez DMG Atlantic grâce à ce partenariat avec Decathlon autour de la chaussure de foot. Et puis, à l'image de ce qu'a mis en place DMG Atlantic depuis quelques années, un centre de R&D avec l'intégration dans leurs équipes d'un chercheur, on fait le constat et de nombreux dirigeants industriels nous disent faire de plus en plus de partenariats avec la recherche pour travailler sur les matériaux qui permettraient d'anticiper les crises des matières premières. Un dirigeant industriel nous disait « Pour imaginer notre entreprise dans 10 ans, nous réfléchissons, avec l'aide du monde de la recherche, à des matériaux à moindre impact sur l'environnement et à des sujets sur l'économie d'usage, ce qui oblige l'entreprise à traiter des thématiques liées à l'éco-conception. » Alors on vous parle de valeur, mais il faut aussi interroger la valeur financière pour finir sur ce sujet des nouvelles formes de valeur dans l'industrie. La question qui est posée, c'est est-ce que la rentabilité, il faut la concevoir comme une fin ou comme un moyen ? On va avoir le fait de positionner la rentabilité justement comme un moyen plus qu'une fin. Et Hugues Poissonnier, qui est économiste et docteur en sciences de gestion à Grenoble, nous citait « La valeur de l'industrie de demain sera de remettre la rentabilité à sa juste place au regard des enjeux environnementaux et des risques de guerres économiques qui nous attendent. La juste place de la rentabilité, c'est qu'elle soit un moyen plus qu'une finalité. » Et autour de ça, donc de raisonner en coût global, c'est-à-dire d'intégrer les coûts de non-qualité, de non-délai, d'importation carbone, à l'image du GIFAS, donc dans l'aéronautique, qui incite désormais les acteurs du secteur à réfléchir en coût global. Et puis en parallèle, on aura aussi plus de co-innovation qui vont inviter à recevoir les modèles de rémunération, les modèles financiers, notamment les contrats de partage de gains, pour rémunérer en fait les fournisseurs selon leur contribution aux gains énergétiques des clients. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, Natacha Tréant, qui est une spécialiste pour des achats donc à Grenoble École de Management, nous disait qu'aujourd'hui dans le monde, les contrats de partage de gains ne représentent que 30% des contrats. Donc il y a de fortes marges autour de cela.